silent. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole cet après-midi pour parler sur un projet de loi très important, mais aussi inadéquat. Je suis très heureuse de prendre la parole. Je reconnais d'abord que je parle sur le territoire traditionnel un territoire non cédé du peuple algonquin. Nous sommes sur leur terre, Miigwech. Ce projet de loi C-31 représente donc deux parties qui visent à aider les Canadiens en cette période difficile. Partie 1 qui porte sur les soins dentaires, donc une prestation dentaire intérimaire. La partie 2 porte sur le logement locatif et sur une prestation unique pour aider les locataires à faible revenu. C'est difficile d'être contre, mais je vais quand même parler de ces deux parties. D'abord, la prestation dentaire. Aucun député du Parti vert n'est contre. Nous sommes le premier parti à avoir proposé une assurance dentaire, les soins dentaires. Ça faisait partie de notre plateforme en 2015. Le directeur parlementaire du budget avait calculé les coûts, qui étaient énormes, mais nous reconnaissons qu'il fallait commencer quelque part en venant en aide aux enfants de moins de 12 ans et ensuite procéder par étapes et élargir le régime. Il y a plus à faire dans ce secteur. Les dentistes, la profession des dentistes ne sont pas très chauds à l'idée de cette idée, mais les soins dentaires font partie intégrante des soins de santé. On peut avoir d'autres maladies. Et quand on n'a pas des soins dentaires, c'est un très mauvais départ dans la vie quand on ne peut pas aller chez le dentiste. Donc j'appuie pleinement le projet de loi C-31, qui est une première étape en matière de soins dentaires. Encore une fois, c'est une toute petite étape, un petit pas en avant, mais c'est mieux que rien. On reçoit ce projet de loi grâce à l'entente passée entre le NPD et les libéraux. Mais je sais que mes commettants se posent la question, avec la crise des soins de santé au Canada, est-ce que c'est vraiment la chose à faire, la priorité? Dans ma communauté, bien des gens n'ont pas de docteur de famille. Bien des régions, ou dans bien des régions, on voit les services d'urgence réduits, fermés même, les services d'ambulance ne sont pas suffisants. Donc nous faisons face à une crise de santé publique. Et le gouvernement préfère investir ses ressources sur la prestation dentaire pour les enfants de 12 ans. Ça ne couvre pas les grandes préoccupations de mes commettants. Je voulais le signaler. Je suis sûre que le ministre de la Santé sait que le système des soins de santé au Canada est en crise, en fait en chute libre, si je puis dire. Ce n'est pas juste à cause de l'argent, avec tout le respect que je dois à mes collègues. C'est toute une question de... C'est pas juste une question de transfert. En Colombie-Britannique, on a reçu plus de paiements de transfert, mais la qualité des services n'a pas augmenté. Un des docteurs m'a dit que il voulait, en fait, des améliorations, notamment le ratio entre le nombre de lits et le nombre de bureaucrates. Il y a vraiment un écart entre les travailleurs de première ligne et les décideurs. Il y a toutes sortes de couches bureaucratiques, mais les soins de santé n'en bénéficient pas en bout de ligne. J'ai une amie qui est infirmière et qui m'a raconté qu'elle avait été dans un foyer pour faire vacciner quelqu'un contre la COVID. Il a fallu envoyer 2 infirmières, une pour administrer le vaccin et l'autre pour essayer de remplir toute la paperasserie nécessaire. Donc, 2 infirmières présentes sur place. Et des 2, celle qui a le plus de problèmes, c'est celle qui doit remplir la paperasse. Les ministres de la Santé, donc le fédéral et ses homologues provinciaux et territoriaux, doivent se réunir, écouter ce que les docteurs et les infirmières ont à dire. Il faut que les soins, que le régime demeure public, un seul payeur. Il ne faut pas permettre la privatisation du système de soins de santé. Déjà, le risque de privatisation est présent, mais il ne faut pas le laisser aller de l'avant. Au Royaume-Uni, on a un système à 2 paliers.
On a passé une entente avec les États-Unis, l'ALENA et maintenant la CUM, qui fait en sorte que les soins de santé au Canada sont un marché. Ce n'est pas juste une question de s'occuper des gens. L'industrie de l'assurance santé, très riche aux États-Unis, qui propose des soins de moindre qualité qu'ici, donc montre que quand on privatise, on diminue la qualité des soins. Maintenant, la deuxième partie porte sur le logement locatif. Encore une fois, cette prestation est la bienvenue, mais c'est à court terme, 500 $. C'est un paiement unique pour aider les locataires. C'est une solution ponctuelle et temporaire. Je voudrais quand même remercier mon honorable collègue de Kitchener Centre qui nous a proposé la motion 71, une motion pour une stratégie nationale pour le logement abordable. Ce n'est pas ce que propose C31. Cette stratégie cible les véritables causes de cette crise des prix du logement qui empêche bien des gens de trouver un logement. La motion reconnaît que c'est un droit humain fondamental, reconnu par la stratégie nationale pour le logement, mais aussi par le droit international des droits de la personne. Le droit au logement est un droit fondamental et il doit être à la mesure des besoins des gens. Le député de Kitchener Centre, dans sa motion M71, identifie à juste titre le problème et il montre pourquoi les prix ont augmenté. Donc, ce que ça coûte pour avoir un logement, alors le prix d'un logement a toujours été lié aux moyens d'une communauté. Si vous habitez dans une région où les revenus des gens sont assez semblables, personne ne va commencer à faire payer 2 millions de dollars aux gens dans une communauté où le revenu moyen est de 70 000 par an. C'est impossible. On ne va jamais réussir à vendre une maison s'il n'y a pas d'acheteur potentiel. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de lien. Quand les maisons sont devenues... en fait, le secteur immobilier est devenu un secteur d'investissement, donc de spéculation, c'est là que les prix ont commencé à augmenter de façon vertigineuse. Ça a commencé à Vancouver, avec le blanchiment d'argent, avec la criminalité et toutes sortes d'activités clandestines. Et après, ça s'est propagé ailleurs. Le député de Kitchener Centre, dans sa motion 71, cible précisément les trusts d'investissement immobilier, donc, et qui ne sont pas imposés comme il se doit. Il faut s'assurer que ces trusts ne soient plus exemptés de l'impôt des entreprises. Il faut faire tout notre possible pour rendre les logements plus abordables. Dans le budget déposé au printemps, le gouvernement propose des mesures, de petits pas pour examiner l'accès à la propriété des non-résidents, mais j'exhorte le gouvernement à examiner l'impact de Airbnb sur le stock de logements. Airbnb, c'est une excellente occasion pour les investisseurs d'acheter plusieurs propriétés. Contrairement à l'industrie de l'hôtellerie ou des auberges qui, depuis des décennies, payent pour d'assurance, qui forment ses employés, qui offrent à ses employés de bons salaires, tous ces secteurs du tourisme réglementé, eh bien, se font couper l'herbe sous les pieds par ces Airbnb. Peut-être que ça a l'air d'être très bien. C'est comme si on pouvait partir en vacances avec Kate Winslet et aller dans la maison de quelqu'un d'autre passer des vacances. Mais c'est un gros secteur, c'est du gros business et ça empêche les jeunes familles qui veulent acheter une maison d'avoir accès à des logements. Ils sont en concurrence avec des gens qui veulent juste louer et ces propriétés donc tombent sur le marché des Airbnb plutôt que sur le marché du logement. Je remercie le gouvernement d'avoir proposé ces 31, mais je ne crois pas qu'il nous prépare à faire face à la tempête économique qui s'en vient. On a reçu plusieurs mises en garde de récession économique mondiale. Il faut faire davantage, il faut imposer les profits
excessif de ceux qui s'en mettent plein les poches pendant que les gens souffrent, surtout les grosses pétrolières. Il faut aller chercher ces 8 milliards et les redistribuer aux Canadiens qui en ont le plus besoin. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Le député de Bay de Quinte. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je remercie notre collègue de Saanich Gulf Islands pour son discours. J'ai beaucoup aimé. Donc, elle parle de ce ratio, de ce rapport entre donc le ratio dette-bureaucrate. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, ou l'ancien gouverneur David Dodge, tous les deux ont dit cette semaine que l'inflation au Canada, c'est un problème fait au Canada. Trop d'argent, pas assez, donc trop d'argent, mais pas assez d'offres. On a embauché 61 000 employés au gouvernement fédéral. Comme notre collègue l'a dit, il faut quand même agir dans des dossiers fondamentaux. Les soins de santé. Pense-t-elle qu'on a aussi un problème, trop de fonctionnaires, trop de bureaucratie? Ces questions via la présidence. En réponse, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue de Bay de Quinte. En fait, les renseignements du directeur parlementaire du budget nous montrent que le ratio dette-PIB ne l'inquiète pas. Les statistiques qu'il cite, donc 61 000 fonctionnaires embauchés. Moi, je regarde au ministère de l'Environnement, quand on avait une réduction du budget de 10 % en 2012 chez Parc Canada, ces gens-là n'ont pas été remplacés. Certains ont été remplacés à Pêche et Océan, mais dans certains ministères, nous ne sommes pas à la hauteur du travail nécessaire, surtout dans les ministères à teneur plus scientifique. Ce qu'on voit, les tendances inflationnistes, souvent, sont dues à l'étranger, l'invasion de Poutine en Ukraine, les cours du pétrole, les grosses pétrolières, et je ne pense pas que c'est la faute du gouvernement en grande partie. Leader adjoint du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son intervention. Quand on a débattu de C-31 par le passé, on a parlé un petit peu des soins dentaires. Notre collègue a dit que c'était une première étape. Donc j'aimerais qu'elle nous en dise un peu plus. Quelles devraient être les prochaines étapes, selon elle, pour les soins dentaires de tous les Canadiens? Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je crois que j'aimerais, moi, qu'on modifie la loi sur la santé. Il faudrait dire clairement que la santé mentale est la santé publique. Les soins dentaires, c'est de la santé publique aussi. Il faut voir ce que l'Organisation mondiale de la santé utilise comme définition de la santé, donc physique, mentale et spirituelle. On ne s'occupe pas assez des Canadiens. Si on veut identifier les lacunes, bien, la crise des opioïdes et la crise de santé mentale les montrent clairement. Et donc, il est important de s'occuper des soins dentaires. Ce qu'il faudrait faire pour s'occuper des soins dentaires de tout le monde, c'est déjà travailler avec la communauté, avec les dentistes et les provinces, pour qu'aucun Canadien, quel que soit son âge, n'ait pas accès à de bons soins dentaires. Saint-Jean. Monsieur le Président, je remercie la députée de Saanich Gulf Islands pour son discours. Je l'ai entendu mentionner que même si le programme d'assurance dentaire n'est pas parfait, c'est mieux d'envoyer de l'argent quand même aux gens que pas du tout. Et avec beaucoup de respect, je suis pas d'accord. Dans le programme, une famille, par exemple, qui a une assurance pourrait se faire exclure de la possibilité de recevoir de l'argent, même si l'assurance ne couvre pas tout. Et une famille qui paie juste un petit montant reçoit la totalité du montant. Est-ce que ce ne serait pas plus efficace de carrément transférer l'argent aux provinces qui pourraient mieux répondre aux besoins en soins dentaires et avoir une meilleure utilisation de l'argent à ce moment-là que de l'utiliser de mauvaise façon par le fédéral? L'honorable député de Saanich Gulf Islands en 40 secondes. Oui, merci. Et merci beaucoup à ma chère collègue de Saint-Jean et pour sa question. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un rôle
important pour les provinces. Mais malheureusement, je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est seulement les décisions des provinces. On doit participer et on doit collaborer entre tous les gouvernements du Canada, les gouvernements autochtones, les gouvernements provinciaux, les gouvernements territoriaux, les gouvernements fédéraux. Et on doit exiger que le système de santé public est adéquat pour tous les besoins de tout le monde. Et si chaque province a leur droit de décider, j'ai peur pour quelques citoyens.